L'offre d'emploi m'est arrivée par courriel, sans logo d'entreprise, sans autre information sur l'expéditeur qu'une série de chiffres, et avec pour objet, poste de conducteur, contrat privé. J'étais au chômage depuis des mois, je gagnais à peine ma vie, et je recevais des courriels frauduleux pour rien. Mais en l'ouvrant, les détails m'ont interpellé. Le salaire était astronomique, 6 fois supérieur à ce que j'avais gagné en conduisant des trains de marchandises pour un seul trajet. Les horaires étaient vagues, mais le message mettait l'accent sur la discrétion, la fiabilité et la capacité à travailler seul. Il y avait un numéro en bas de page. J'ai appelé, m'attendant presque à une coupure de ligne ou à un message frauduleux. Au lieu de cela, un homme a répondu à la première sonnerie. Il s'est présenté comme un recruteur pour un client privé et m'a demandé si j'étais disponible pour un rendez-vous le lendemain. Pas de nom d'entreprise, pas d'adresse de bureau, juste l'adresse, un restaurant en bord de route. J'y suis allé, bien sûr. Le restaurant était presque vide à mon arrivée. L'homme m'attendait, assis à un box au fond. Il portait un costume noir, une cravate impeccable assortie et une expression morne. Il ne s'est même pas présenté correctement, il m'a juste fait signe de m'asseoir. Il n'y a pas eu de bavardage. Il a glissé un contrat sur la table. Vous recevrez une liste d'instructions, a-t-il dit d'une voix neutre. Lisez-les sur votre chantier. Elles sont non négociables. D'accord. Quel genre d'instructions? Un silence. Puis j'ai réessayé. J'ai levé les yeux vers le recruteur. Quel genre de train est-ce? Son expression est restée inchangée. Suivez simplement les instructions. Tout le reste est explicite. Puis il a pointé du doigt quelque chose au milieu du contrat, une seule ligne en gras. Si vous ne respectez pas une instruction, appuyez immédiatement sur le bouton rouge de la console centrale. Quelqu'un vous dira quoi faire. J'ai failli rire. Et s'ils ne le font pas? Le recruteur n'a pas cligné des yeux ni dit un mot, il m'a juste regardé fixement. Après un long silence, il a de nouveau tapoté le contrat. Signé. La station privée ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé. Il était niché dans une impasse, au-delà d'un terrain industriel, entouré de clôtures rouillées et de bâtiments à moitié effondrés. Pas de panneaux ni d'employés, juste un train de rails ancien mais impeccable et un train impeccable, m'attendant dans l'obscurité. Le train semblait appartenir à la collection d'un milliardaire. Long, profilé, brillant sous la faible lumière du quai. L'extérieur était impeccable. Pas une seule rayure ni signe d'usure. Je suis monté à bord du conducteur et suis entré dans la cabine de commande. La cabine sentait le cirage frais. Chaque cadran, interrupteur et levier étaient parfaitement placés, modernes et pourtant étrangement inhabituels. Il n'y avait aucune poussière, pas le moindre indice indiquant que ce train avait jamais servi. Le siège était raide et la ceinture de sécurité intacte. Et les voitures voyageurs étaient presque vides. Pas d'équipage ni de bagages ici et là. Aucun client en vue. Je n'avais aucune idée d'où j'allais, à qui appartenait ce train, ni de ce que je transportais, si tant est qu'il y ait eu quoi que ce soit. Je me suis assis sur la chaise et j'ai pris une feuille plastifiée posée sur le panneau de commande. Les instructions, le train ne doit jamais s'arrêter. Quoi qu'il arrive, continuez d'avancer. N'ouvrez aucune porte passager. Personne ne doit être à bord. Si vous entendez frapper à la porte d'un wagon vide, ignorez-le. Si quelqu'un apparaît sur les voies, ne ralentissez pas. Ne le regardez pas dans le rétroviseur. À 2h13 précises, éteignez toutes les lumières de la cabine pendant 3 minutes. Suivez ensuite les instructions. Si l'interphone se déclenche mais que personne ne parle, répondez en disant « Nous sommes à l'heure », puis ne parlez plus pendant exactement 5 minutes. Un des wagons sera rempli de passagers. Ne les saluez pas. Ne les regardez pas. N'entrez pas dans le wagon. Si vous voyez quelqu'un assis sur le siège du conducteur à votre retour de pause, quittez le train immédiatement. Vous ne pourrez plus monter à bord. Vous pourriez voir un autre train rouler parallèlement au vôtre. Si cela se produit, ne le regardez pas plus de 10 secondes. Si vous enfreignez une consigne, appuyez immédiatement sur le bouton rouge. Quelqu'un vous appellera pour vous donner des instructions supplémentaires. Je les ai lues une fois, puis une autre. Ma première pensée a été « C'est quoi cette blague de mauvais goût ?» J'ai balayé la cabine du regard, m'attendant à des caméras, un système de haut-parleurs cachés, prêt à hurler à tue-tête face à une voix qui rirait de ma réaction. Mais je n'ai été accueilli que par de magnifiques décorations ornant les coins et les murs de la cabine de contrôle.
J'ai ricané en secouant la tête. J'avais entendu parler d'entreprises qui testaient les nouvelles recrues pour voir ce qu'elles étaient prêtes à supporter, mais je n'en étais pas sûr. Une tactique d'intimidation, peut-être une façon exagérée de garder les conducteurs concentrés sur leur travail. Mais pourquoi diable en aurait-il besoin? C'est un train. On suit l'horaire, on surveille les voies et on fait avancer les choses. C'était quoi cette histoire de frapper aux portes sans regarder les passagers? Je me suis frotté les tempes. Peu importe. S'il voulait que je joue le jeu, je jouerais le jeu. Tant que le salaire était encaissé, il pouvait mettre toutes les règles bizarres qu'il voulait. Le train quitta la gare en douceur, glissant sur les voies avec à peine une secousse. La locomotive était plus silencieuse que tout ce que j'avais conduit auparavant, si douce que je ne pouvais même pas distinguer mon mouvement en fermant les yeux. J'ai à peine eu à toucher les commandes. Pendant la première heure, il ne se passa pas grand-chose à remarquer, juste d'interminables étendues de champs vides et de forêts denses défilant sous la faible lueur de la lune. Les rails étaient apaisants. L'espace d'un instant, je crus que ce serait la tâche la plus facile que j'ai jamais eue. Puis l'interphone grésilla. Un bruit parasite, aigu et soudain, emplit la cabine. Je me tournai instinctivement, attendant une annonce, une instruction. Je fronçai les sourcils, tapotant le panneau, actionnant quelques interrupteurs pour libérer le canal. Toujours rien. Mes yeux se posèrent sur la liste de règles posées à côté de moi. Numéro 6. Si l'interphone se déclenche mais que personne ne parle, répondez en disant « Nous sommes dans les temps ». Alors, ne parle plus pendant exactement 5 minutes. J'ai failli hésiter. C'était stupide, non? Juste une règle d'entreprise stupide, un test pour voir si j'allais m'y conformer. J'en étais sûr. Je me suis éclairci la gorge. On est dans les temps. Quelque chose avait changé, mais je ne pouvais pas dire quoi immédiatement. Une sorte de pression a commencé à me frotter la peau. Le bourdonnement du moteur semblait plus lointain, comme si je coulais sous l'eau tandis que tout le reste dérivait au-dessus de moi. Je regardais droit devant moi, me forçant à me concentrer sur les rails. 4 minutes. Plus je restais assis là, plus c'était intense. Ma tête a commencé à bourdonner et je n'arrivais pas à fixer mon regard. 3 minutes. Les poils de mes bras se sont hérissés. L'air avait une odeur différente, chargée comme avant un orage. 2 minutes. J'étais complètement cloué sur place. 1 minute. La sensation est passée. D'un coup, le poids s'est levé. Le bruit du moteur était redevenu normal. J'ai regardé l'horloge. 5 minutes exactement. J'ai expiré lentement. Qu'est-ce que c'était que ça? Mon esprit a commencé à se demander. Je me suis interrogé sur les idées des documentaires sur les théories du complot que j'avais regardés, sur le lavage de cerveau des gens pour qu'ils utilisent des ondes radio spécifiques, etc. Mais j'ai laissé tomber et j'ai continué d'avancer. Le train a filé. La nuit s'étendait devant moi. Un mouvement flot est apparu juste devant moi. Juste au moment où je commençais à me détendre et à mettre de côté cette étrange sensation, je me suis concentré tandis que la forme quittait les arbres à gauche et à droite pour rejoindre les rails, si vite que je ne pouvais pas l'enregistrer correctement. Les phares ont traversé les rails et mon estomac s'est retourné. Quelqu'un se tenait juste sur les rails. Un homme, ses vêtements étaient amples, flottant au vent malgré la nuit claire. Sa silhouette était floue, mais je me rapprochai rapidement de lui. Il ne bougeait pas. Mes doigts se sont crispés vers les freins. Il fallait que je m'arrête. Je me suis souvenu. Numéro 4. Si quelqu'un apparaît sur les rails, ne ralentis pas. Ne le regarde pas dans le rétroviseur. Tous les muscles de mon corps me hurlaient de freiner, mais je me suis forcé à m'arrêter. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je pensais que percuter un homme avec un train était justifié par une quelconque instruction ou règle, mais je n'avais pas le temps d'y réfléchir. Le train l'a percuté. Sans impact ni bruit sourd. J'ai regardé autour de moi, paniqué. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais de faire. Mon cœur battait fort et j'ai braqué mon regard sur la caméra de recul, puis je me suis arrêté. Je ne pouvais pas regarder. Je me suis forcé à reporter mon regard sur les commandes, serrant fermement les leviers. Le train a légèrement cliqueté en avançant à toute vitesse dans le noir. J'ai lâché les leviers, mon pouce accélérant. Tout allait bien. Juste un effet de lumière. Une pensée errante se mêlant à la nuit. Si j'avais vraiment heurté quelque chose,
les conséquences auraient été catastrophiques. Je roulais à 150 km/h. Un train de cette taille, roulant à cette vitesse, ferait un bruit étrange, heurtant même une feuille. J'ai poussé un long soupir, essayant de me libérer de la tension, me rappelant l'argent qui m'attendait au bout. Ces règles me faisaient oublier que je faisais exactement ce métier depuis des années. Ce ne serait pas différent. J'étais juste nerveux et je suranalysais tout. Donc, je suppose que les règles fonctionnaient. Mon esprit commençait à s'interroger. Il n'y avait pas grand-chose à faire pendant que le train roulait, juste des kilomètres de paysages sombres et vides s'étendant devant moi. Mon esprit dériva, survolant les rangées de cadrans et d'interrupteurs, puis se fixant presque distraitement sur les écrans passagers. Quelqu'un était assis sur l'une des chaises jusque-là vides. Les mêmes vêtements amples et flottants. Le même visage flou et indistinct. Le même homme que j'avais vu sur les rails. Je clignai des yeux. Quoi ? J'ai vérifié tout le train avant de partir. Chaque wagon était vide. Je l'aurais vu. Impossible que j'aie manqué quelqu'un. Était-il là depuis le début ? Il devait y avoir une explication logique. Peut-être avais-je simplement été trop concentré sur la séquence de démarrage, effectuant les gestes sans vraiment voir les wagons vides. Ce n'aurait pas été la première fois. Ou peut-être avais-je simplement perdu la tête. Les contrôleurs de train longue distance le font tout le temps. On s'habitue à la routine. L'esprit s'égare et tout se brouille. Ouais, c'était ça. Peu importe. Il y avait de fortes chances que je transporte un riche ponte qui voulait un train pour lui tout seul. Peut-être même qu'il s'était caché de moi exprès. J'ai secoué mes mains pour apaiser la tension et me suis calmé. Le train avançait. Tout fonctionnait et j'avais même un passager maintenant. Je savais ce que je transportais. Tant que je suivais l'horaire, tout irait bien. Dehors, le monde défilait entraîné vers foncé et argent, une forêt dense s'étendant à perte de vue dans la nuit. Le ronronnement du moteur emplissait la cabine, régulier et régulier. Une pulsation rythmique sous mes doigts. Des kilomètres de vide devant, des kilomètres de vide derrière. Puis, soudain, un coucou coulant et régulier contre l'une des portes de la cabine. Je me suis redressé sur mon siège, les yeux rivés sur le tableau de bord. Les voitures voyageurs étaient toujours vides, à l'exception de l'homme. Rien n'avait changé. Et pourtant, les coups persistaient. J'ai relu le règlement. Règle numéro 3, si vous entendez des coups provenant d'une voiture vide, ignorez-les. J'ai fait de mon mieux pour me concentrer, faisant comme si de rien n'était, mais les coups se sont intensifiés. Bam, bam, bam. Comme si quelqu'un frappait du poing contre le métal, essayant de percer. Désespéré. J'ai ressenti une sensation dans ma poitrine, une profonde frustration. J'étais fatigué. J'étais irrité. Et j'en avais assez de jouer avec ces règles stupides. Elles m'avaient tellement rendu perplexe que j'ai cru heurter quelqu'un. Je me suis levé, mes bottes résonnant au sol tandis que je retournais dans les cabines passagers, le cœur battant la chamade en suivant le bruit. Les coups m'ont conduit à la voiture numéro 6. J'ai hésité. Le règlement dit de les ignorer. J'ai inspiré brusquement, la main posée sur le loquet. À quoi m'attendais-je ? À une farce ? À une portière défectueuse ? Si c'était l'une de ces choses, j'étais prêt à en assumer les conséquences. Ces règles me pesaient, cela me faisait imaginer des choses qui n'existaient même pas. J'ai simplement transgressé cette règle, prouvé que j'avais raison et repris mon service. J'ai déverrouillé la porte et l'ai ouverte. La cabine était complètement vide. Personne, aucun bagage, aucun signe de vie. À l'exception des traces de pas. Elle s'étendait sur le sol en un sillage impeccable, commençant juste devant moi et disparaissant dans le wagon suivant. Les traces étaient sales, boueuses, comme si quelqu'un venait d'entrer. Un frisson me parcourut l'échine, une sensation profonde, hurlant que je venais de commettre une erreur. Avant que cette pensée ne se manifeste pleinement, je fus déséquilibré. Le train commença à ralentir. L'air autour de moi tressauta, et je m'agrippai à l'encadrement de la porte pour me stabiliser. Le train perdait de la vitesse, mais je n'avais rien touché. Je pivotai sur moi-même et me précipitai vers la cabine de commande, le souffle plus rapide. Mes yeux se posèrent sur le tableau de bord. Tous les systèmes étaient encore actifs. La vitesse aurait dû être constante, mais le train ralentissait progressivement. La radio grésilla de nouveau,
une explosion de parasites suivie d'une voix déformée comme si elle se traînait dans les haut-parleurs. Pourquoi t'es-tu arrêté? Mes couilles cognaient contre mes côtes. Moi, je ne m'arrêtais pas. Les freins n'étaient pas serrés. Les systèmes d'urgence ne s'étaient pas déclenchés. Le train s'arrêtait tout seul. J'ai attrapé les commandes, tiré d'un coup sec sur l'accélérateur, essayant de le forcer à reprendre de la vitesse. Il ne répondait pas dehors, par la fenêtre avant, le paysage défilait de plus en plus lentement jusqu'à ce que le train s'immobilise complètement. Silence. Peu après, au-delà des arbres, juste à la limite de la faible lumière du quai, des silhouettes surgirent de l'obscurité. Des dizaines d'entre elles, grandes et minces. Les membres s'étirant à des angles inhabituels, elles avançaient vers le train d'un pas lent et équilibré. Sans se presser, juste en marchant. Un sifflement mécanique traversa tout. J'ai tourné la tête vers les écrans, un froid glacial se formant dans mon estomac. Les portes du train s'ouvraient à nouveau. Je n'avais pas touché aux commandes. Mes mains étaient toujours crispées sur l'accélérateur, les jointures blanches. Le système n'avait même pas indiqué l'arrêt. Nous n'étions pas censés nous arrêter. Et pourtant, la porte s'ouvrit doucement. Dehors, les silhouettes s'avancèrent. Une à une, elles émergèrent des arbres, leurs formes vacillant dans la faible lueur des phares du train. Elles se déplaçaient comme si elles avaient tout le temps du monde. La première entra, puis une autre, et encore une autre, remplissant les wagons vides. Je les voyais sur les écrans, debout dans les allées, sur les sièges, occupant chaque espace disponible, sans jamais bouger. Je jura doucement, mes doigts parcourant le tableau de bord, à la recherche de quelque chose. Une sorte de dérogation, un redémarrage d'urgence, un système de sécurité. Rien n'y fit. J'essayais la radio. J'enclenchais les disjoncteurs. J'appuyais sur l'accélérateur. Aucun résultat. Dehors, les silhouettes avaient commencé à monter. Les portes restèrent ouvertes. Aucune d'elles ne fit autre chose que fixer le vide devant elles. J'ai senti la panique monter dans ma poitrine. Une véritable panique. Mon pouls s'est accéléré. Pourquoi le train n'avance-t-il pas? Mon regard s'est posé sur le bouton rouge. J'ai frappé ma paume contre lui. La radio grésilla instantanément. Bonjour. Ma voix était sèche, paniquée. Je n'ai rien fait. Le train s'est arrêté tout seul. Vous avez enfreint une règle. Ma gorge s'est serrée, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, la voix a continué. Ne les saluez pas. Ce sont les passagers maintenant. Continuez jusqu'au dernier arrêt et n'enfreignez plus aucune règle. Restez vigilants. Un bruit sourd a résonné dans la cabine. La porte s'est refermée. J'ai essayé de faire avancer le train à nouveau, et aussi doucement que la première fois, il a commencé à avancer. J'ai serré les lèvres, le regard fixé vers l'avant. L'interphone est resté silencieux, et le train a filé à toute vitesse dans la nuit. La tension est restée intacte. Mes doigts sont restés bloqués sur les commandes, raides et douloureux, mes avant-bras douloureux à cause de la tension. Je refusais de regarder en arrière, pas même un regard. J'avais le sentiment accablant que si je le faisais, si je reconnaissais à nouveau leur existence, je ne passerais pas un bon moment. Après un moment de silence total, de monotonie et de paranoïa de mon côté, quelque chose bougea à l'extrême limite de mon champ de vision, se déplaçant à côté du train, gardant une allure parfaite. Un autre scintillement, une brèche dans l'obscurité. Un deuxième train roulait parallèlement au mien. Sa vue n'avait aucun sens. Aucun passage à niveau ni signal n'indiquait l'existence d'une autre voie ferrée à côté de la mienne. Pourtant, il était là, gardant sa vitesse sans effort, sa carrosserie d'acier luisant sous le faible clair de lune. Et à travers les vitres, j'aperçus des silhouettes. Elles semblaient sombres, l'intérieur enveloppé d'ombre. Mais en regardant de plus près, je réalisai qu'il y en avait des dizaines, peut-être plus, pressés contre la vitre. Chacun arborant le même large sourire. Leurs visages étaient figés, leurs yeux rivés sur les miens. Ils ressemblaient exactement aux passagers qui venaient de monter dans mon propre train. Numéro 9. Si vous voyez un autre train rouler parallèlement au vôtre, ne le regardez pas plus de 10 secondes. Je ne referai pas la même erreur. La présence de l'autre train persistait dans mon champ de vision, mais je n'y prêtais plus attention. Je continuais simplement à conduire. L'interphone se déclencha. Une soudaine explosion de parasites me fit sursauter, la tension dans mon corps se raffermissant. Pendant un instant,
il n'y eut qu'un bruit vide. Le même vide froid qui avait rempli la radio la dernière fois que j'avais appuyé sur le bouton rouge. Regardez l'heure. Lentement, je jetai un coup d'œil à l'horloge numérique sur le panneau de commande. 2h12. Numéro 5. À 2h13 précise, éteignez toutes les lumières de la cabine pendant 3 minutes. Suivez ensuite les instructions. Je marquai une pause et tendis la main vers l'interrupteur. Mes doigts tremblaient légèrement en le baissant. La cabine était plongée dans le noir absolu. Je clignai des yeux, essayant de m'habituer, mais il n'y avait rien à quoi s'habituer. Il faisait si noir que tout était englouti. Pas de contour, pas de faible lueur de lumière de contrôle, pas de reflet de la fenêtre, juste le vide. L'interphone retentit à nouveau. Cette fois, pas de préambule, juste une courte phrase claire, ne bouge pas. Un nouveau son emplit l'air. Je l'entendis avant de le sentir. Un mouvement lent et douloureux contre le sol métallique. Pas des pas, mais quelque chose qui se traînait. Des articulations qui claquaient. Un étrange frottement sous le fracas du train. Quel que soit le bruit, il était dans la cabine avec moi. Puis vint le sifflement. Il était profond et irrégulier, comme si la chose avait plusieurs poumons qui inspiraient par à-coups décalés. Chaque respiration aspirait l'air, emplissant la cabine d'une chaleur épaisse et humide qui me collait à la peau comme du mucus. L'odeur la suivit une seconde plus tard. Elle ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais entendu. C'était une odeur forte, presque médicinale, mais nuancée par une odeur aigre et collante, comme du plastique brûlé mélangé à des produits chimiques agressifs. La puanteur me donna envie de vomir, mais je restais parfaitement immobile. Il s'approcha encore, se déplaçant près du panneau de commande, reniflant, son souffle rauque contre les leviers. Un seul coup de griffe sur la console me figea. Il m'encercla, la chaleur de son souffle se déplaçant d'un côté à l'autre. Quelque chose effleura mon épaule, sans la toucher. Ma poitrine éclata, mais je n'osais même pas expirer. 3 minutes. Je comptais mentalement, essayant de ne pas me laisser gagner par la panique. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas réagir. Je ne pouvais que rester assis, figé, tandis que ceux qui se trouvaient dans la cabine décidaient si je méritais d'être remarqué. En une fraction de seconde, sans un bruit, tout avait disparu. La chaleur de l'air s'était dissipée. L'odeur s'était estompée. Un léger clic. Les lumières de la cabine se rallumèrent. J'étais encore trop terrifié pour bouger, refusant de prendre le moindre risque. Au bout d'un moment, j'ai eu suffisamment confiance en moi pour m'installer confortablement dans mon siège. J'ai réprimé la nausée persistante et j'ai pressé mes mains contre mes genoux, essayant de les empêcher de trembler. L'horloge numérique clignotait. 2h16. J'ai vu les mots apparaître sur l'écran principal. Arrêt final. Arrivée imminente. Les lumières de la gare ont émergé de l'obscurité devant moi, froides et peu accueillantes, mais pourtant la chose la plus accueillante qui soit pour moi. Le train ne ralentissait pas à son approche. J'ai calmement tiré le frein, mais il ne bougeait pas. Nous nous rapprochions. J'ai tiré le levier jusqu'à ce que mes bras me semblent arrachés. J'ai tâtonné avec les commandes, écrasant le bouton rouge jusqu'à ce que ma paume me fasse mal, mais rien n'a bougé. Nous nous sommes précipités vers le quai à toute vitesse. Je ne savais pas quoi faire. L'adrénaline m'a envahi tandis que mes jambes se mettaient à trembler et, avant même que je puisse prendre mes précautions, j'ai eu le choc. La première secousse m'a projeté en avant, me cognant la poitrine contre la console. Un craquement intérieur a suivi. La douleur était si intense que j'ai cru mourir sur le coup. Le pare-brise vola en éclats lorsque l'acier et le béton entrèrent en collision. Le claquement assourdissant du métal déchirant l'habitacle. Le bruit était insupportable, point hurlement strident, déchirure, la baleine agonisante du train s'effondrait sur elle-même. Des étincelles explosèrent dans ma vision tandis que les wagons de tête s'effondraient comme une canette de soda. La force de l'impact déformait les murs. Le monde entier bascula. Je fus projeté en arrière, heurtant le mur avant de rouler au sol. Mes oreilles bourdonnaient. Mes côtes me faisaient mal. L'air était épais de fumée et de poussière, emplissant mes poumons à chaque respiration saccadée. Quelque part au-delà des bourdonnements dans mon crâne, j'entendais les derniers gémissements désespérés du train, la dernière secousse lorsqu'il s'arrêta brutalement. Je restais là, abasourdi, les mains tremblantes sur le sol froid. J'étais encore en vie. Malgré le choc, malgré la destruction totale que je venais de vivre, j'allais bien.
Lentement, péniblement, je me relevai. La cabine était intacte. Pas de vitres brisées, pas de débris tordus, pas de murs effondrés. Le train était parfaitement garé en gare, comme s'il n'avait jamais bougé. La console était intacte, le pare-brise intact. Même le faible bourdonnement du moteur était revenu, régulier, comme s'il avait fonctionné tout ce temps. Mais je savais ce que je ressentais. Les bleus se formaient sur mes bras. J'avais été impliqué dans cet accident. Mes blessures n'étaient pas aussi mortelles que je l'étais il y a quelques instants, mais le train avait percuté la gare, s'était effondré. Autour de moi, j'en étais sûr. Pourtant, j'étais la musique, indemne. Je me suis tourné vers les moniteurs passagers et j'ai vu des rangées de sièges vides. Le train enfin débarrassé de ses voyageurs impossibles. Mon estomac s'est noué lorsque mon regard s'est posé sur lui. Les silhouettes de tout à l'heure avaient toutes disparu, mais l'homme était resté. Ses vêtements ondulaient tandis qu'il marchait. Il y avait chez lui une grâce fluide lorsqu'il se leva de son siège et commença à avancer. Ses mouvements étaient si fluides qu'ils en étaient hypnotisants. Mon corps se tendit, mon instinct me criant de bouger, de courir, de sortir avant qu'il ne se passe quelque chose d'irréversible. Je titubais vers la porte, mais elle était verrouillée. J'avais beau tirer ou pousser, je ne pouvais l'ouvrir. Le poids de l'instant était suffocant. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'eus enfin un instant de lucidité, et je réalisai à quel point tout avait mal tourné. Je sortis de mes pensées et frappai le bouton rouge. La radio resta silencieuse. J'appuyai de nouveau. Plus fort cette fois. Mes paumes moites contre le plastique. Aucune réponse. L'homme continua d'avancer. J'appuyai de nouveau sur le bouton. Plus fort. Le désespoir me monta à la gorge comme de la bile. Les portes derrière moi s'ouvrirent. Un bruit mécanique sous-remplit la cabine tandis que la dernière entrée s'ouvrait avec une lenteur atroce, révélant un vide noir et vide au-delà. Il entra dans la cabine du conducteur. J'étais coincé. Mon dos était appuyé contre la console, tous les muscles de mon corps tendus tandis qu'il s'arrêtait à quelques mètres de moi. De près, sa silhouette était encore plus déformée, ses proportions étaient légèrement décalées, ses bras trop longs, sa posture un tout petit peu trop rigide. C'était comme si quelqu'un s'était forgé l'image d'un homme sans en avoir jamais vu un, une approximation qui collait presque, mais qui omettait quelque chose d'essentiel. Pour la première fois, il tourna légèrement la tête, comme s'il me saluait directement, et d'une voix ni grave ni aiguë, ni jeune ni vieille, ni gentille ni cruelle, il parla. « Merci pour le trajet. » Il me regarda encore un instant, son visage impassible ne trahissant aucune émotion. Puis, sans un mot de plus, il se retourna et ouvrit la porte de la salle du contrôleur, celle que je n'arrivais pas à ouvrir malgré tous mes efforts, et sortit. Un nouveau bruit détourna mon attention. Des pas. Je me tournai vers le quai. Le recruteur attendait. Ses mains étaient soigneusement jointes devant lui. Je faillis bondir de mon siège et me diriger droit vers l'homme. Qui ? Qu'est-ce que c'était que ça ? Qu'est-ce que je transportais ? Que venait-il de se passer ? Le recruteur ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il jeta un coup d'œil vers le train, son regard s'attardant sur les wagons désormais vides. Il laissa échapper un léger soupir avant de finalement parler. « Que as-tu pensé du travail ? Un autre trajet est prévu demain soir. Tu as fait un travail remarquable en amenant le train jusqu'au terminus. J'ai démissionné. » J'ai rauque, ma voix rugissante. Je me fiche de l'argent. Je me fiche de ce qui se passe. J'en ai fini. Le recruteur sourit, sans suffisance cependant, d'un sourire chaleureux et accueillant. Puis il me fit un lent signe de tête. Tu transportais des morts. Je ne posais plus de questions. Aussi absurde que ce qu'il venait de dire puisse paraître, j'étais trop fatigué pour m'en soucier ou rationaliser quoi que ce soit d'autre. Je m'éloignais du train, du recruteur, du cauchemar auquel j'avais survécu de justesse. Une chose était sûre, je ne remettrai plus jamais les pieds dans un train. Tu as fait un travail remarquable en amenant le train jusqu'au terminus. J'ai abandonné. J'ai rauquement, ma voix rugissante. Je me fiche de l'argent. Je me fiche de ce qui se passe. J'en ai fini. Le recruteur a souri, sans suffisance cependant, juste un sourire chaleureux et accueillant. Puis il m'a fait un lent signe de tête. Tu transportais les morts. Je n'ai pas posé d'autres questions. Aussi absurde que ce qu'il venait de dire puisse paraître,
j'étais trop fatigué pour m'en soucier ou rationaliser quoi que ce soit d'autre. Je me suis éloigné du train, du recruteur, du cauchemar auquel j'avais survécu de justesse. Une chose était sûre, je ne remettrai plus jamais les pieds dans un train. Tu as fait un travail remarquable en amenant le train jusqu'au terminus. J'ai abandonné. J'ai roquement, ma voix rugissante. Je me fiche de l'argent. Je me fiche de ce qui se passe. J'en ai fini. Le recruteur a souri, sans suffisance cependant, juste un sourire chaleureux et accueillant. Puis il m'a fait un signe de tête. Tu transportais les morts. Je n'ai pas posé d'autres questions. Aussi absurde que ce qu'il venait de dire puisse paraître, j'étais trop fatigué pour m'en soucier ou rationaliser quoi que ce soit d'autre. Je me suis éloigné du train, du recruteur, du cauchemar auquel j'avais survécu de justesse. Une chose était sûre, je ne remettrai plus jamais les pieds dans un train.